sur la limite de la communication. Il se rend bien compte que cette communication, elle atteint sa limite. Elle atteint sa limite avec les jeunes enfants, avec les mourants, avec les autistes, entre l'homme et la femme. Hein. Il y a toutes sortes de difficultés graduelles et progressives dans lesquelles le discours du même doit rencontrer le discours de l'autre. Et c'est difficile. Le discours avec des gens qui reviennent de très loin, d'un coma prolongé, d'un coma dépassé, toutes sortes de situations où la communication est vraiment à la limite. Francis Jacques, qui a été mon directeur de thèse, et je lui ai parlé de corps, et je lui ai parlé d'arts martiaux, et j'ai intégré dans sa philosophie extrêmement précise de la communication un diatropos, une philosophie de la rencontre des corps, ou l'art martial. Et donc Christian Tissier, qu'on ne présente pas non plus comme Francis Jacques, qui est ni René Girard. J'ai l'extrême plaisir et l'honneur de le suivre depuis longtemps. et ce qui est intéressant, c'est que le travail de Christian Tissier, j'ai pu à la fois le conceptualiser par les théories de Francis Jacques. Et ce travail a été le fruit donc de ce dernier livre qui s'appelle Vous avez dit élève difficile, éducation, autorité, dialogue, et qui est donc le fruit d'une expérience de terrain où nous avons reçu à Nice ce qui deviendra une classe relais. Pascal Norbelli connaît bien ce qu'est une classe relais. La classe relais reçoit des élèves en difficulté de moins de 16 ans en décrochage scolaire. Notre classe relais est très très particulière, donc c'est pour ça que je parlais plutôt de travail expérimental, c'est-à-dire que notre classe relais était une relation entre la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale et une association s'occupant d'illettrisme et de jeunes en très 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 grande violence et difficulté dans la région cannoise. L'aïkido est une non-violence efficace, c'est-à-dire quand on a des jeunes de banlieue qui crachent sur le professeur, qui leur crèvent les pneus, etc., rien ne sert de dire je suis non-violent, je vous pardonne. Et Christian Tissier m'a employé le mot de clémence. Cette clémence est très forte parce qu'on ne peut être clément que si on a les moyens d'être clément. Et le problème de l'éducation nationale et de ces jeunes que l'on reçoit et que l'on reçoit mal, c'est qu'on ne peut pas être clément puisqu'ils refusent la parole du professeur. Et mon travail est de retrouver non pas la parole du professeur, mais la parole du maître. Et donc là, la parole du maître, mais attention, qu'est-ce que le maître? Le maître, c'est l'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas une autorité qui humilie, c'est une autorité qui grandit. Et c'est-à-dire que on n'est pas d'une autorité de hiérarchie avec une humiliation du plus faible, mais c'est l'élève qui vous donne votre statut de maître et qui vous élève au statut de maître en même temps que une élévation mutuelle. Et donc tout ce travail était fait vraiment de l'accueil au grand texte à travers la théorie de Francis Jacques et la théorie de René Girard. Et je voudrais que Christian Tissier développe peut-être un petit peu cette partie sur la non-violence efficace qu'il sait très bien, qu'il démontre avec une telle maestria à chaque fois, une telle richesse. Bien, écoute, merci Daniel. C'était une présentation plus que brillante, et d'ailleurs tu pourrais écrire un livre, hein. Tu parles très très bien. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir, d'une part parce que je me trouve à côté de quelqu'un de très très éminent, et je partage la préface avec quelqu'un de non moins éminent qui est René Girard. Et puis aussi parce que j'ai la possibilité d'approcher Daniel un petit peu plus et de peut-être m'exprimer, en tout cas présenter l'aïkido devant un public de qualité. Alors, dans ce public de qualité, il y a pas mal de gens que je connais qui sont des aïkidokas, que je vais pas saouler, je vais pas vous expliquer à nouveau l'aïkido. Peut-être que des gens qui ont abordé d'autres disciplines plus intellectuelles que l'aïkido, parce que nous, finalement, nous sommes des physiques, et je vais expliquer en quoi nous sommes des physiques. Vous serez peut-être amené à poser des questions, ne vous gênez pas. Ce sera plus intéressant pour moi d'avoir plutôt un jeu de questions-réponses plutôt que de vous expliquer des choses qui peut-être correspondront pas vraiment à l'idée que vous faites de notre pratique. Il faut quand même définir plus ou moins l'aïkido. L'aïkido, c'est un art martial, comme l'a présenté Daniel, un art martial d'origine japonaise,
dont le but, bien évidemment, était l'autodéfense à un certain moment. Mais bon, comme vous savez que les Japonais sont des gens un peu compliqués, et que les arts martiaux étaient pratiqués par des gens de qualité, des samouraïs, un peu nos chevaliers, donc bien évidemment, ils ont été assez rapidement tentés de donner un sens à leur pratique. Ça ne pouvait pas rester uniquement une pratique d'autodéfense. Donc il y a tout un code moral, un esprit qui s'est greffé sur ces pratiques. Et il est arrivé un moment, vers 1880, lorsque l'empereur Meiji a décidé qu'il fallait sortir de l'époque médiévale et rentrer dans l'époque moderne, c'est-à-dire rentrer vraiment dans le mondialisme finalement. Le Japon a ouvert ses portes à l'Occident, en particulier. La caste des samouraïs a été abolie, et il y a des gens relativement, sensés, qui se sont dit, mais on ne peut pas laisser un patrimoine culturel, physique comme ça se perdre. Donc il faut qu'on codifie tout ça, quoi. Il faut donc que l'on donne des formes à tout un ensemble de techniques que nous on sait faire mais qu'on n'a jamais codifiées, qu'on les codifie. Donc on a commencé à codifier ces formes martiales. Et puis les arts martiaux qui s'appelaient les jutsu à l'époque, c'était des techniques, sont devenus des do, c'est-à-dire des voies. Et bien évidemment, comme ces gens étaient des gens de qualité, ils ont immédiatement apporter davantage de sens à cette pratique uniquement physique pour en faire un système d'éducation, un système de vie. Et donc on en arrive actuellement à un ensemble de pratiques plus ou moins riches, hein, ça dépend de la pratique elle-même, je dirais. Certaines ont dévié vers la compétition, moyennant quoi elles sont très très riches, mais dans le système compétitif, et puis d'autres, comme nous, comme l'aïkido, sont restées des pratiques non compétitives et qui sont finalement un système d'éducation à part entière. Alors c'est un système d'éducation dans la mesure où le propos réel, c'est de développer les qualités du do, c'est-à-dire les qualités de la voix. Alors les qualités de la voix, c'est quoi? Eh bien les qualités de la voix, ça va être la recherche d'un ensemble de constantes, qu'on appelle les constantes de la voix, qui vont être la notion de respect, la notion d'attitude juste au juste moment, la notion de spontanéité, la notion de recherche du geste pur, la notion de communication, la notion d'économie, etc. Tout ce qui fait que les relations qu'on peut avoir avec quelqu'un vont être des relations, je dirais pas harmonieuses parce que c'est trop facile, mais vont être des relations réelles, c'est-à-dire vraiment des relations d'homme à homme, d'humain à humain. On peut accepter dans n'importe quelle discipline de la vie, eh bien d'être celui, c'est normal quelque part de ne pas réussir, c'est normal de ne pas être celui qui gagne tout le temps. Et c'est normal de ne pas être celui qui gagne, mais en même temps de participer à la victoire de l'autre. Voilà. Et ce qui est passionnant, c'est que la victoire de l'autre, c'est notre victoire sur nous-mêmes. Parce que l'aïkido est une victoire sur la violence de l'autre, mais sur notre propre violence. C'est-à-dire que l'aïkido nous révèle, l'autre est le miroir de notre propre violence, en fin de compte. Par l'aïkido, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai appliqué la théorie de Francis Jacques à l'aïkido, c'est-à-dire dans l'aïkido, il y a deux personnes qui se rencontrent, qu'on appelle partenaires, un qui attaque, l'autre qui est un petit peu en avance sur l'attaque, mais s'il y a vraiment aïkido, il y a quelque chose qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, il y a quelque chose qui est de l'aïkido. Et c'est pour ça qu'on retrouve la théorie de Francis Jacques de dialogisme, entre le logos qui est créé entre deux, là j'ai parlé de partenaires, mais l'aïkido, on voit très bien que quand le geste est pur, l'aïkido créé est un instant d'absolu de rencontre. Et cet instant n'appartient ni à Tori, ni à Uke, ni à l'attaquant, ni à l'attaqué, mais il est la création de la rencontre. Il est ce dia. Et c'est pour ça que quand je parle, je dis, je remercie René Girard, Christian Tissier et Francis Jacques pour leur apport de maître, parce que c'est une théorie qui est appliquée dans ma vie de tous les jours. Et avec ces jeunes hyper violents dont personne ne voulait, pour rentrer chez nous, il fallait être viré de 3 collèges au moins, sinon on ne rentrait pas chez nous. Et eh bien, il s'est passé des choses extraordinaires. Et des choses qui nous ont dépassés, et nous, et eux. Et c'est cette expérience que veut rendre compte ce livre, mais cette expérience est portée par le concept philosophique de Francis Jacques du dialogisme, qui est une philosophie fondamentale, qui est la philosophie fondamentale de la communication. Et les théories de René Girard sur le désir mimétique et la violence. Comment dépasser la violence?
Pour René Girard, dans le mot très gentil qu'il a bien voulu mettre sur mon livre, dit que se connaître et connaître les raisons de la violence permet de les dépasser. Quand je dis que René Girard et Francis Jacques et l'aïkido m'accompagnent tous les jours, c'est-à-dire que j'applique ces théories. Nous sommes plusieurs à vivre des théories de Francis Jacques. Vous voyez, c'est-à-dire que j'en parlais avec Marine-Dominique Poplar ou avec Françoise Armango, avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une application de vos théories, une philosophie appliquée dans le quotidien. Qu'est-ce qui va être de la rencontre? Eh bien, c'est cette rencontre qui va nous dépasser, qui va appartenir ni à l'un ni à l'autre. Là, je suis en train de parler de Francis Jacques d'une manière extrêmement, non pas vague, mais comment dire, humaniste, et qui n'a pas la précision de la philosophie de Francis Jacques, qui est dans le livre, je l'espère, mais que j'ai envie de communiquer, justement, parce que cette philosophie est extrêmement complexe, extrêmement rigoureuse, mais en même temps, comme toutes les grandes théories, celle de René Girard ou de Francis Jacques, elle est extrêmement simple. Le dialogisme, c'est quel est le logos partagé entre deux sujets qui se rencontrent, tout simplement. Alors là, Francis Jacques va pas tout à fait. Mais on a cette idée-là, vous voyez, du dialogisme. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut vivre tous les jours. Comme le désir mimétique, la violence, la copie de l'autre, et le dépassement de ce désir mimétique vers un désir érothétique, qui est le désir de la rencontre de l'autre, quelle que soit sa différence, c'est cette théorie fondamentale de Francis Jacques et du dialogisme. Mon cher Daniel, si j'ai des réticences ou des réserves par rapport à ce que vous dites, mon voisin de gauche en a aussi. Oui. Tout le mérite de la conciliation vous revient. Parce que vous avez su, effectivement, vous avancer avec René Girard et son désir mimétique, moi-même avec mon dia et mon inter, c'est-à-dire mon dialogisme et mon interrogation, et Christian Tessier et son aïkido. Et vous ne voulez pas lâcher les deux mains avec lesquelles vous vous présentez devant nous et dans cette salle. Si bien que, d'une certaine façon, c'est à vous que revient le soin de montrer comment les trois personnages que vous avez cités sont conciliables dans votre pensée quotidienne. Et donc, cette tâche, je ne vous la dispute pas. La communication. Il se rend bien compte que cette communication, elle atteint sa limite. Elle atteint sa limite avec les jeunes enfants, avec les mourants, avec les autistes, entre l'homme et la femme. Hein. Il y a toutes sortes de difficultés graduelles et progressives dans lesquelles le discours du même doit rencontrer le discours de l'autre. Et c'est difficile. Bon. Le discours avec des gens qui reviennent de très loin, d'un coma prolongé, d'un coma dépassé, toutes sortes de situations où la communication est vraiment à la limite. Un maître d'aïkido qui rencontre, qui soit du 7e dan ou du 6e, quand il rencontre un disciple qui n'est que du 6e ou du 5e, c'est quand même facile. Mais dès qu'il rencontre un philosophe, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, la communication qui nous intéresse, c'est pas la communication intra-théorique, intérieure à un modèle, de l'homme avec l'homme ou de la femme avec la femme. Mais c'est la communication de l'homme et de la femme qui est intéressante. Hein, du vieil homme avec la jeune femme qui est intéressante. Et là, véritablement, il y a partage des ressources. Cum munus. C'est ce que veut dire communication. Comment va-t-on partager des ressources qui, initialement, sont différentes, parce qu'elles ne relèvent pas tout à fait du même code, ni tout à fait du même contexte. Si je rencontre un psychologue, je sais bien qu'il a les catégories internes à sa discipline. Si je rencontre un sociologue, il a les catégories internes à sa discipline. Si je les mets en rapport, ils vont avoir beaucoup de mal à s'entendre. De même, autre exemple, si je mets un grammairien et un linguiste face à face, à propos simplement de la négation, eh bien, je m'aperçois que dans le code grammatical ou linguistique, la négation peut porter sur une partie quelconque du discours. Alors que pour le logicien, la négation porte sur la proposition complète. Supposez que nous ayons ici deux candidats à l'élection présidentielle,
ce serait très difficile parce qu'ils ne voudraient pas unifier leur notion de l'autorité, leur notion de l'identité, leur notion de l'exclusion, leur notion de la nation. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la présente campagne présidentielle, ils en arrivent à se disputer les notions fondamentales. Le travail, tu as dit travail, moi aussi je dis travail. C'est pas le même travail. Dans un cas, c'est le travail à chacun selon ses besoins, dans l'autre cas, c'est à chacun selon ses mérites. La notion de travail n'est pas la même. Pour, disons, la gauche de l'hémicycle, le travail soumis au capitalisme de l'entreprise doit être refusé. On doit pouvoir travailler. Mais oui, mais si c'est un travail soumis au capitalisme maître, on le comprend. Et inversement, il faut travailler parce que le travail est un ressort d'humanisation. Nous le savons depuis Marx. Vous voyez bien que c'est le grand écart sur la notion de travail. Eh bien, l'attitude dialogale n'est pas celle-là. L'attitude dialogale s'efforcerait d'être, d'une part, à l'intransigeance sur les positions de départ, mais ensuite, il s'agirait d'arriver à construire des présupposés communs de telle manière que la différence des référentiels soit minimisée. C'est pas du tout une attitude de dispute politique, c'est une attitude de convergence des référentiels. En sorte que cet aspect, je ne le vois pas dans la présentation de l'aïkido qui nous a été faite tout à l'heure. Pour laquelle il y a bien un maître qui est conservatoire d'un rituel, de l'ensemble des gestes purs, et qui donne souverainement, qui peut donner souverainement des conseils à un disciple quant au choix du moment opportun et de l'action opportune. Vous voyez, la notion de maître est quand même dans l'aïkido très importante, alors que dans le dialogue, il n'y a plus ni maître-disciple, ni maître ni disciple. À la limite, il n'y a même pas de discours du même et du discours de l'autre. Il n'y a plus qu'un discours de l'un et de l'autre, composé selon un objectif commun. Et ce discours n'est finalement ni de l'un ni de l'autre, mais il est des deux dans une action conjointe. C'est pour ça que j'ai voulu repenser la parole de Bateson et Václavic. On ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas nous communiquer. Pourquoi? Donc, chez Bateson et Václavic, l'école de Palo Alto, c'est une signification particulière. Mais je voudrais lui donner une autre signification, qui est cette fragile fêlure d'humanité commune à chaque être humain. Il me semble qu'il y a rencontre dans cette fragile fêlure d'humanité, où il n'y aurait plus ni maître ni esclave, dialectique, comme Castillo connaît parfaitement, mais un dépassement, justement, qui entrerait à proprement parler dans cette idée de dialogisme. Dire que je voudrais parler de Jean Genet. Vous savez, j'ai travaillé sur Jean Genet assez longtemps, et Jean Genet est dans un train, et a devant lui un monsieur qui est sale, qui sent mauvais, qui crache par terre, enfin, dégoûtant. Et puis il essaie il est même méchant. Et puis il essaie d'éviter ce regard, et puis le regard se croise. Et puis il dit: pendant une seconde, je me suis aperçu que chaque être en valait exactement un autre. Et peut-être le dialogisme, c'est cette fragile fêlure d'humanité où chaque être en vaut exactement un autre, que l'on retrouve dans les sculptures de Giacometti et le travail de Rembrandt. Deux choses complètement opposées aussi. C'est-à-dire que Giacometti, on a ces statues happées et élancées vers le ciel qui représentent la quintessence de l'humain. Voyez, Giacometti qui passe des heures et des heures à sculpter, à effacer, à trouver juste l'essence d'être. Et Rembrandt, qui vieillissant, dans une chair qui tombe, montre cette humanité où chaque être en vaudrait exactement un autre. Mais à nouveau, nous rencontrons un paradoxe, parce que si vous êtes du deuxième dame, vous ne valez pas exactement quelqu'un du septième dame. Donc il faut maintenir l'égalité dans la distinction des compétences et la distinction des habiletés. Donc il va falloir que, après la notion de maître, vous refondiez la notion de compétence. Une dernière question, et puis je voudrais remercier Anne Meyer qui fait une exposition de ses peintures et qui va continuer au Scribe d'Armatan mercredi. Une peinture magnifique d'Anne Meyer qui a eu la gentillesse de nous les mettre en fond philosophique
et artistique. Et un collègue évoquait la notion de posture. Je crois qu'il y a des tas de questions qui se posent à ce niveau-là, et on pourrait dire presque paradoxalement, remercions ces jeunes de nous forcer à penser cette modalité de transmission de la culture. Alors, ça peut faire l'objet d'une autre soirée aussi. Ce livre dédié à Francis Jacques, philosophe du langage, qui est si précis et si magnifique comme vous venez de le voir ce soir, a un livre dédié aux détenus et à ces jeunes violents que j'ai suivis, qui m'ont accompagné pendant des années. Vous voyez, là encore, on a un grand écart, mais ce grand écart, quand on entend Francis Jacques parler de dialogisme avec une telle précision, on comprend que j'ai voulu le réduire. Je vous remercie beaucoup, et en tout cas, je voudrais remercier Francis Jacques qui m'a accompagné de longues années et qui m'a fait vraiment le plaisir et l'honneur de venir ce soir, ainsi que Christian Tissier. Et là, nous avons un petit pot au premier étage, et je voudrais tous vous remercier d'être venus.